La salle à manger n'avait pas changé, les mêmes chaises massives, la même table en chêne poli, le même jazz doux qui s'échappait de l'enceinte dans le coin, comme à chaque fête depuis que j'avais 12 ans. Maman avait préparé sa fameuse courge rôtie. Papa découpait la dinde avec une précision chirurgicale, comme s'il était encore au bloc opératoire. Pendant un instant, j'ai presque réussi à me convaincre que tout allait bien. Puis, en me passant la purée, papa leva les yeux et sourit. Les $2000 par mois, ça te suffit? La fourchette m'échappa des mains. Je clignai des yeux. Quel argent? Un silence. Puis tout devint silencieux. Même le jazz sembla s'éteindre. Le sourire de papa s'effaça. Il tourna la tête vers maman. Elle évita son regard. Je ne comprends pas, dis-je lentement, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Je n'ai jamais rien reçu. Léona. La voix de papa était tranchante, mais pas encore en colère. Pas encore. Elle tapota ses lèvres avec une serviette, puis la posa calmement. Je pensais qu'il valait mieux utiliser cet argent ailleurs. Mieux utiliser? Répéta-t-il, plus fort maintenant. Tu m'avais dit que tu t'occupais des virements. Je l'ai fait, répondit-elle simplement. À qui? Sa voix se brisa. Parce que ça n'a pas été pour Iris. Maman attrapa son verre d'eau, mais sa main tremblait légèrement. Le programme de Saria coûte plus cher. Elle en a plus besoin. Tu sais combien il est difficile de percer dans la mode. C'est compétitif, impitoyable. Elle inspira. Et Iris, quoi? Elle est censée survivre avec les miettes pendant que notre autre fille défile sur Rodeo Drive? Byron, commença maman, mais il la coupa net. Non. Je veux savoir. Depuis combien de temps? Elle soupira. Depuis août. Il se retourna vers moi. Iris, tu n'as rien reçu? Aucun virement. Aucun soutien. Je secouai la tête. J'ai demandé une fois. Maman m'a dit qu'il ne restait plus rien après les frais de scolarité. Ses épaules s'affaissèrent. Je pensais que tu allais bien. Je travaille de nuit, répondis-je. Du tutorat, des shifts au bar, je saute des repas. Mais oui, bien sûr, je vais bien. La chaise de maman grinça lorsqu'elle se leva brusquement. Ne faisons pas ça ici. C'est Thanksgiving. Papa ne bougea pas. Il me regardait comme s'il me voyait pour la première fois depuis très longtemps. Il faut que je prenne l'air, dis-je en me levant. Le couloir me parut soudain trop silencieux, trop familier. Je sortis, serrant ma veste contre moi, et essayai de respirer. Le semestre d'automne s'était transformé en une suite de longues nuits et de journées encore plus longues. J'avais surchargé mon emploi du temps jusqu'à ne plus avoir une seule case vide sur mon calendrier, cours d'anatomie le matin, tutorat l'après-midi, puis le bar jusqu'à bien après minuit. Je me répétais que c'était temporaire. Juste le temps de rattraper. Juste le temps de payer le loyer. Juste le temps de pouvoir respirer. La plupart du temps, je sautais le petit déjeuner. Le déjeuner, c'était ce que je pouvais attraper en courant entre deux bâtiments, souvent une barre protéinée et un café noir. Le dîner, des nouilles instantanées ou des viennoiseries invendues récupérées à la fermeture du café du campus. Mes chaussures commençaient à se décoller. Je les ai agrafées un vendredi soir. Pendant un shift au bar, mon corps a finalement arrêté de faire semblant. Je me souviens parfaitement du moment, un plateau de boissons en main, la musique qui vibrait, quelqu'un qui faisait signe au fond. Puis la chaleur. Puis plus rien. Quand j'ai ouvert les yeux, c'était un plafond blanc stérile au-dessus de moi, le biplan des moniteurs, une perfusion dans le bras. Une infirmière des urgences m'a demandé si j'avais quelqu'un à appeler. J'ai répondu non. Plus tard, mon manager m'a dit qu'il avait essayé d'appeler mes parents après l'arrivée de l'ambulance. Pas de réponse, m'a-t-il dit. J'ai laissé des messages. Je pensais qu'ils viendraient. Ils ne sont pas venus. 2 jours plus tard, Callen, mon binôme de labo, est apparu sans prévenir. Il avait entendu la rumeur. Il portait un sac plastique rempli de courses et un plat de ziti au four. Je ne lui avais pas donné mon adresse, mais il m'a trouvé quand même. Tu as l'air de disparaître, a-t-il dit en posant la nourriture sur le comptoir. Je me suis assise au bord du lit, jambes repliées, capuche tirée bien serrée. Ça va, ai-je murmuré. Il n'a pas répondu. Il m'a simplement tendu une assiette et s'est assis en face de moi, en silence. J'ai pris une bouchée. C'était chaud, c'était réel, et j'ai dû me retenir de pleurer devant une fourchette de pâtes.
Cette nuit-là, j'ai dormi 12 heures d'affilée. Le lendemain matin, j'ai regardé mon téléphone. 2 messages de maman. Le premier. Contente que tu ailles bien. Tu peux envoyer à Saria le nom de la marque de soins que tu aimais? Le deuxième. N'oublie pas de manger. J'ai supprimé les deux. Plus tard dans la semaine, j'ai vu que Saria avait posté une vidéo depuis un brunch branché à West Hollywood, le visage illuminé par la lumière filtrée, avec la légende. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer la journée. Merci, maman. Je suis restée longtemps à fixer l'écran avant d'ouvrir mon application bancaire. L'écran de mon téléphone était fissuré dans le coin inférieur, une ligne fine qui déformait juste assez les visages et le texte pour troubler l'illusion. Pourtant, j'ai continué à faire défiler, pas parce que je le voulais, mais parce que je n'arrivais pas à m'en empêcher. Saria venait de poster un carrousel de photos prises sur le rooftop d'un lounge à West Hollywood. Des fauteuils en velours, des cocktails au bord doré, et cette lumière de fin d'après-midi qui rend tout plus luxueux. Elle portait une robe en soie crème, étiquetée Dior, ses cheveux relevés d'une manière qui avait sûrement coûté plus que mes courses de la semaine. La légende disait. Maman sait toujours exactement ce dont j'ai besoin. #brunchlife, #lifestyle, #gifted. J'ai verrouillé mon téléphone, je l'ai posé face contre le sol et je me suis adossée au matelas. Le plafond au-dessus de mon lit s'écaillait. Le mini-frigo bourdonnait bruyamment dans le coin. Je n'avais pas acheté de légumes frais depuis 3 semaines. Il y a un mois, j'avais envoyé un mail à maman pour lui demander si elle pouvait m'aider à payer un nouvel atlas d'anatomie. Le mien tombait en morceaux, des pages manquaient, d'autres étaient tachées d'eau après qu'une tasse se soit renversée pendant une nuit de révision. Elle avait répondu le lendemain. C'est un luxe, Iris. Tu devras te débrouiller. La même semaine, Saria avait posté une photo de ses nouvelles bottes Balenciaga. Merci à ma merveilleuse maman de toujours soutenir mon rêve. J'entendais encore sa voix, sucrée, légère, sans effort. Je n'étais pas en colère, pas vraiment. Juste, vidée. Comme si la partie de moi qui cherchait encore à comprendre cet écart avait fini par se taire. Je ne demandais pas à être choyée. Je voulais juste arrêter de rationner le Doliprane. J'ai repris mon téléphone. La dernière story de Saria était un court clip, elle riait, les cheveux emportés par le vent, penchée sur le balcon, la ville étalée sous elle comme une scène. Un fond de jazz jouait doucement. Je l'ai regardé 3 fois, puis j'ai coupé le son et ouvert l'appareil photo. La lumière de ma chambre était trop faible pour rendre quoi que ce soit beau. J'ai quand même pris une photo, des ongles écaillés, des doigts calleux, le même sweat à capuche gris que je portais depuis 4 jours. Sans légende. Je ne l'ai pas publié. À la place, j'ai ouvert mes contacts et fait défiler jusqu'à trouver son nom. Je n'avais pas appelé Saria depuis des mois. Nos échanges se limitaient à quelques textos, toujours envoyés par moi. J'ai fixé l'écran, le pouce hésitant, avant d'appuyer sur le bouton d'appel. Saria a décroché à la 2e sonnerie. Sa voix était légère, enjouée, exactement comme dans mes souvenirs. Iris. Waouh, tu n'appelles jamais. Tout va bien? Ouais, menti-je. Je voulais juste prendre des nouvelles. Ça faisait longtemps. Elle a ri. Je te manque? Bien sûr. Ma voix était plus faible que je ne l'aurais voulu. Elle a commencé à parler d'un récent shooting de mode à Pasadena, du styliste qu'elle n'avait pas aimé, de la pénurie de lait d'amande dans son café préféré. Je l'ai laissé parler, faisant semblant d'écouter, tout en comptant les factures non ouvertes sur mon bureau. Au bout d'un moment, j'ai demandé. Comment tu fais pour gérer tout ça financièrement? Là, c'est pas donné. Oh, répondit-elle avec un haussement d'épaule que je pouvais entendre à travers le téléphone, maman gère. Elle me fait un virement de $3500 chaque mois, parfois plus si j'ai des shootings ou des événements de networking. Ma gorge s'est asséchée. C'est super. Ouais, dit-elle, sans rien remarquer. Elle comprend, tu sais. Elle dit toujours que c'est un investissement pour mon rêve. Bref, et tes cours? Je n'ai presque pas entendu la suite de la conversation. Je hochais la tête et disais MH, trop bien, au bon moment. Mon visage était brûlant. Mes mains tremblaient sans vouloir s'arrêter. Quand on a raccroché, je suis restée à fixer mon reflet dans la fenêtre. Je paraissais pâle, plus petite, comme si quelque chose avait été arraché en moi. J'ai ouvert un nouvel onglet et cherché des vols. Le billet le moins cher avait 2 escales et 6 heures de retard, mais il me permettait d'arriver à Chicago à temps pour le dîner de Thanksgiving. J'ai cliqué sur « Réserver maintenant », puis j'ai refermé mon ordinateur,
pousser le plateau de factures de côté et commencer à faire ma valise. Je ne savais pas exactement ce que j'allais dire en arrivant, mais je savais que je ne pouvais plus rester silencieuse. Et je savais que la table à laquelle je m'apprêtais à m'asseoir ne serait plus jamais la même. Nous étions assis à la table de la cuisine, la lumière du soleil inondant les mêmes fenêtres contre lesquelles je collais autrefois mes tests d'orthographe en espérant des félicitations. Le repas était silencieux, presque prudent. Maman avait préparé une soupe de lentilles et une salade de poulet, rien d'extraordinaire, mais bien plus que ce que j'avais mangé ces dernières semaines. J'ai avalé 2 bouchées, puis j'ai posé ma fourchette. Papa leva les yeux. Tu as maigri. Je haussai les épaules. On dirait bien. Ça va? Défini, ça va, répondis-je. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu manges, d'habitude? Nouilles instantanées. Sandwich en promo. Les restes du boulot, quand j'ai de la chance. Il marqua une pause. Les $2000, ça ne suffit pas? Je le regardais. Il n'était pas sarcastique. Il ne savait vraiment pas. Il n'y a jamais eu de virement, papa. Pas un seul. Sa fourchette tomba dans l'assiette. Il se tourna vers maman. Léona. Elle gardait les yeux fixés sur son bol. Le silence s'étira jusqu'à devenir insupportable. J'ai envoyé l'argent à Saria, finit-elle par dire, la voix neutre. Elle en avait plus besoin. La bouche de papa s'entr'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elle est dans la mode, Byron, poursuivit maman. C'est cher. Elle a des événements, des gens à rencontrer. Elle doit maintenir une certaine image. Je clignai des yeux. Et moi, je n'ai pas besoin de manger? Maman me regarda, surprise d'entendre ma voix. Je ne dis pas que tu n'as pas besoin d'aide, répondit-elle prudemment. Je pensais juste, tu es plus forte. Tu t'en es toujours sortie. Saria est plus sensible. Papa se leva lentement. Tu m'avais dit que tu faisais le virement chaque mois pour Iris. Tu m'as laissé croire qu'elle allait bien. Elle va toujours bien, répondit maman, plus fort cette fois. Papa me regarda de nouveau, cette fois avec quelque chose de plus lourd que le choc. C'était de la culpabilité. Je repoussai ma chaise. Je suis venue chercher des réponses. Je ne pensais pas qu'elles seraient aussi simples. Maman se tourna vers moi, mais j'étais déjà en train de descendre le couloir. Sa voix s'effaçait derrière moi alors que j'entrais dans ma chambre et fermais la porte. Papa frappa ce soir-là. Je ne répondis pas, mais il ouvrit quand même, lentement, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit d'être là. Je n'arrive pas à dormir, dit-il. Je ne cesse de repasser tout ça dans ma tête. Je me redressai, attendant la suite. Elle m'a dit qu'elle envoyait l'argent tous les mois. Je pensais que tu allais bien. Que tu étais à l'aise. Je ne dis rien. Il s'assit au bord de mon lit. Tu te souviens quand Saria a eu sa voiture? Je hochai la tête. Moi, j'ai eu, peut-être l'année prochaine. Il souffla bruyamment par le nez, comme si ce souvenir lui faisait encore plus mal maintenant. J'avais dit qu'on ne pouvait se permettre qu'un seul véhicule à l'époque. Elle m'a assuré que ça ne te dérangeait pas. Ça me dérangeait, répondis-je simplement. Il hocha la tête lentement. Je repense à cet été. Tu voulais faire ce stage médical. Elle m'a dit que tu avais changé d'avis, que tu voulais rester à la maison pour économiser. J'ai pleuré pendant une semaine quand elle m'a dit qu'on n'avait pas les moyens. Saria est allée en Italie, cet été-là. Il détourna le regard. J'aurais dû poser plus de questions. Elle a rendu ça tellement facile de ne pas le faire. Il resta silencieux longtemps. Puis, elle disait toujours que tu étais indépendante, que tu n'avais pas besoin d'autant, que tu trouverais un moyen. Elle n'avait pas tort, répondis-je. J'ai trouvé un moyen. Mais je n'aurais jamais dû avoir à le faire. Sa mâchoire se contracta. Ce n'est pas une question de force, Iris. C'est une question de justice. Et je suis restée aveugle beaucoup trop longtemps. Je les entendais encore se disputer en bas. La voix de maman montait, tranchante, quelque chose à propos de loyauté. La réponse de papa, plus basse, plus en colère, traversait les murs. Je fermai les yeux. Ce n'était plus une question d'argent. Ça ne l'était plus depuis longtemps. Le lendemain matin, je trouvai papa dans son bureau, les lunettes glissées sur le bout de son nez, en train de faire défiler des relevés bancaires. Il ne m'entendit pas arriver. Iris, dit-il en levant les yeux, il faut que tu saches que je n'ai pas seulement cru ta mère. Il marqua une pause.
Je lui ai donné accès au fonds en fiducie, celui créé pour toi et Saria, à parts égales. Je pensais qu'il était bloqué jusqu'à vos 25 ans, mais apparemment, elle a détourné des fonds vers un compte séparé au nom de Saria uniquement. Il se frotta les tempes, la voix tendue. 250 000 $, jusqu'à présent. Je sentis quelque chose bouger en moi. Pas vraiment du choc. Juste une confirmation. Et maintenant? J'ai déjà appelé l'avocat. On commence la procédure pour annuler les transactions. Ça prendra du temps. J'hochai la tête. C'était tout ce que je pouvais faire. Plus tard dans la soirée, leurs voix recommencèrent à monter, cette fois plus tranchantes, plus désordonnées. Tu ne m'as même pas demandé. Hurla papa. Cet argent était pour nos 2 filles. Elle en a plus besoin, répliqua maman sèchement. J'ai fait ce qui était le mieux pour elle. Pour elle, dit-il, pas pour nous. Pas pour Iris. Entendre mon nom comme ça, fort, défendu, pas ignoré, déclencha quelque chose en moi que je n'arrivais pas à définir. Je restai debout en haut des escaliers, à écouter. Je te faisais confiance, dit-il encore, plus calmement maintenant. Et tu as volé notre propre fille. Je me détournai avant de pouvoir entendre sa réponse. Je savais déjà à quoi elle ressemblerait. Saria appela 2 jours plus tard. Sa voix était tendue, cassante sur les bords. Maman m'a dit que je ne recevrais plus que 1 000 $ par mois. C'est vrai? Oui, répondis-je. Papa s'occupe des finances maintenant. Elle souffla brusquement. Je ne peux pas vivre avec ça. Le loyer, les cours, les fournitures. Je sais. Un silence suivit, comme si elle attendait que je propose une solution. Je ne le fis pas. Tu trouves vraiment ça juste? Demanda-t-elle. Je trouve que ça aurait dû arriver depuis longtemps. Elle raccrocha. Ce soir-là, je surpris maman en train de glisser de l'argent dans une enveloppe. Elle ne me vit pas dans le couloir, mais je savais parfaitement à quoi cet argent était destiné. Papa le découvrit plus tard aussi. Il ne haussa pas la voix. Il se plaça juste face à elle dans la cuisine et dit. Je ne peux plus faire ça. Elle le fixa, sans ciller. J'essayais de la protéger. Il ne broncha pas. Et qui protégeait Iris? Iris va bien, dit-elle. Elle a toujours été forte. Il avait l'air épuisé. Tu répètes ça comme si ça excusait tout. Je voulais juste le meilleur pour Saria. Il secoua la tête. Et qu'est-ce qu'Iris a eu, elle? Maman ne répondit pas. Le lendemain matin, il appela un avocat. À la fin de la semaine, il avait déposé une demande de séparation légale. La maison semblait différente. Plus calme. Comme si quelque chose s'était fissuré, laissant entrer un air qui n'avait jamais eu le droit d'exister ici. Maman passait ses journées comme sous l'eau, elle cuisinait, pliait le linge, réorganisait des livres qui n'avaient pas été touchés depuis des années, mais elle ne me parlait pas. Pas vraiment. Je restais 2 nuits de plus. Le silence entre les pièces s'étirait, comme quelque chose que personne n'osait nommer. Et lorsque je fermais ma valise, dipant la dernière poche, elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, comme si elle ne savait pas si elle allait dire quelque chose ou non. Elle ne dit rien. De retour à Philadelphie, les journées avaient un autre goût. J'ai quitté 2 de mes shifts au bar, gardant seulement les week-ends. J'ai continué les cours particuliers parce que j'aimais la clarté silencieuse qu'apporte le fait d'expliquer aux autres. Le reste du temps, j'étudiais, je dormais et je mangeais enfin de la vraie nourriture. Mes notes ont grimpé rapidement, pas parce que je suis devenue plus intelligente, mais parce que je pouvais enfin respirer. Je me suis acheté une paire de baskets neuves. Pas chères, juste en bon état. Elles représentaient une amélioration que j'ai dû gagner 2 fois, une fois par le travail, une fois par la dignité. Saria m'écrivait plus souvent. Au début par habitude. Puis, c'est devenu autre chose. Elle envoyait des photos de tenues qu'elle avait composées pour des clientes de la boutique. Ce n'est pas du luxe, mais je les aime plus, m'a-t-elle écrit un jour. Elle me ressemble vraiment. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai simplement dit. Je suis contente. Un soir, elle a appelé sans prévenir. Sa voix était plus douce que d'habitude. Je crois que je comprends enfin. Comprends quoi? Ce que ça t'a coûté. Tout ça. Il y a eu un silence, suffisamment long pour sonner vrai. Je ne voulais pas le croire, dit-elle. Parce que si je le faisais, je devais admettre que maman a rendu les choses plus faciles pour moi, et que ça voulait dire qu'elle les a rendues plus dures pour toi. Je me suis appuyée contre le dossier de ma chaise, les yeux levés vers le plafond.
Je n'ai pas besoin que tu culpabilises, dis-je. Juste, ne prétends pas que c'était juste. Je ne le ferai pas. Nous restâmes silencieux un moment. J'entendais le tintement d'un verre de son côté, sûrement du thé, pas du vin. Saria n'avait jamais aimé l'alcool. Elle détestait le goût. J'avais toujours trouvé ça amusant. Elle s'éclaircit la gorge. Tu rentres pour les fêtes? Je ne sais pas, papa y va. Moi aussi. Elle hésita. Peut-être qu'on pourrait y aller ensemble, ajouta-t-elle. Je ne répondis pas oui, mais pas non non plus. Cela fait 1 an depuis ce dîner. Je suis toujours à Philadelphie, toujours à l'université, mais tout semble plus stable maintenant. Je dors. Je mange. J'étudie sans regarder l'horloge comme si elle me menaçait. Mes professeurs ont remarqué la différence. Moi aussi. Saria est toujours à Los Angeles, mais elle n'est plus la fille qui postait chaque brunch sur Instagram. Elle travaille à mi-temps dans une boutique qui fait la promotion de la mode durable. Elle crée des pièces à partir de tissus récupérés et parle plus de savoir-faire que de haute couture. La fierté dans sa voix est plus discrète, mais réelle. Maman travaille maintenant dans un magasin Home Good. Elle dit que c'est temporaire, mais je ne pose pas de questions. Nos appels sont brefs, polis. Il y a une distance que ni elle ni moi ne savons comment traverser. Papa, en revanche, appelle chaque semaine. Parfois on parle des cours. Parfois pas. Quand il vient me voir, il apporte des livres, des courses, et il écoute comme si le temps n'était plus un luxe qu'il devait économiser. Un soir, alors que je sortais de la bibliothèque, Saria m'appela. Je pense rentrer pour les fêtes, dit-elle. Pour voir maman. Je ne dis rien. Tu veux qu'on y aille ensemble, demanda-t-elle. Pas pour elle. Juste, pour le faire bien, cette fois. Il y eut un long silence, mais elle ne le brisa pas. Elle attendit. Je hochai la tête avant même de réaliser que je le faisais. D'accord, dis-je. Allons-y. Noël arriva sans grand geste, juste un vol matinal, 2 valises cabines et un coup frappé doucement à la porte. Saria et papa entrèrent les premiers. Je suivis. Maman ouvrit, portant un pull que je ne reconnaissais pas, simple, un peu usé. Ses cheveux avaient plus de gris que l'an dernier. Elle esquissa un sourire. Il ne monta pas jusqu'à ses yeux. Nous nous installâmes autour de la même table où tout s'était brisé. Le repas était simple, des légumes rôtis, une tarte achetée en magasin, une dinde trop sèche que papa avait trop cuite. Personne n'évoqua le passé, mais personne ne fit semblant qu'il n'avait pas existé non plus. Et je crois que c'était ça, la vraie victoire. On se passa les plats. Saria complimenta la farce. Papa me demanda comment se passaient mes cours. Maman dit qu'elle s'habituait encore aux horaires de la vente. C'était honnête. Pas chaleureux, mais honnête. Plus tard dans la soirée, je défaisais mes affaires dans ma chambre d'enfant. Les murs me semblaient plus petits. Je sortis de mon sac une enveloppe blanche, le reçu de mes frais de scolarité. Je la déposai dans le tiroir, à côté d'un mot que papa m'avait écrit quelques mois plus tôt. Il disait, « Ceci est à toi. » Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que je t'ai enfin vu. Je le relus une fois de plus avant de fermer le tiroir. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour devait se prouver, que le silence signifiait la force, et que la force voulait dire ne rien demander. Mais je n'y crois plus. Je crois au fait d'être vu. Et je crois que certaines histoires ne se terminent pas par la guérison, elles commencent avec elles.